Bonjour, dans les derniers épisodes, nous avons parlé du développement du commerce du bois, du déclin du commerce des fourrures, mais également d'une grande crise. Une crise qui va frapper le bas et le haut Canada. C'est ce qu'on appelle la crise agricole depuis 1830. Même, il y a eu un petit peu des événements dans les années précédentes, surtout à partir de 1815, où on a commencé justement à avoir des problèmes découlant de ça. Mais bien sûr, tous ces événements-là, que ce soit le changement de régime politique, etc., donc vont avoir des importantes conséquences sur le côté social, sur la société bas-canadienne. Alors aujourd'hui, on va analyser tout ça à pas d'histoire, sans histoire. Alors, quelles sont ces conséquences-là? Mais effectivement, durant la crise agricole ici au Bas-Canada, il y a d'importants problèmes qui vont s'installer. Premièrement, on a une population qui a de la difficulté à se nourrir, à faire des surplus. Et donc, on va avoir des familles dans les campagnes qui vont commencer à s'appauvrir quand même de façon assez importante. Il y a une partie de cette population-là également qui va décider d'aller émigrer, devrais-je dire, vers les États-Unis pour travailler dans les usines et les industries naissantes dans le Maine, le Vermont et le Massachusetts, pour en nommer que quelques-uns. Mais c'est ce qu'on vit ici au Bas-Canada, on va le vivre également dans les îles britanniques. En effet, il y a plusieurs Britanniques qui vont décider de quitter les îles britanniques pour venir s'installer en Amérique du Nord ou ailleurs dans l'Empire britannique pour différentes raisons qui, je dois le dire, ressemblent comme étrangement à celles qu'on vit au même moment au bas et au Canada. Premièrement, ce qui est différent là-bas, c'est qu'on est en pleine crise économique. Une crise économique, une grave crise économique qui est très, 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 très importante. Le taux de chômage va augmenter très rapidement. Alors là, on parle d'au-dessus de 30% de la population, sinon plus, qui se retrouve sans travail ou avec très peu de travail et très, très, très peu de revenus. Donc, on a une population qui va essayer de se chercher d'autres débouchés. Mais au contraire du bas et du haut Canada, où il y a de vastes forêts, où on peut développer le commerce du bois ou encore l'exploitation forestière, bien, on n'a pas ça dans les îles britanniques. Les îles britanniques, disons que au point de vue des ressources forestières ou minières, ça commence à se faire un peu plus rare, hein? On manque d'espace finalement. Donc, on se retrouve avec une population qui, normalement, se vit dans les campagnes ou encore qui vit dans les campagnes, qui va essayer de se regrouper dans les villes pour travailler dans les industries d'une révolution industrielle florissante à l'intérieur de la Grande-Bretagne ou encore du Royaume-Uni. Malheureusement, cette population-là qui arrive dans les villes va faire en sorte que les villes vont être surpeuplées dans les îles britanniques. On parle de Londres, on parle de Lancaster, on parle d'Édimbourg, de York, bon, pour en nommer quelques-unes. Alors, toutes ces villes-là vont finir par être surpopulées. Je pense pas que ça se dit, mais enfin, c'est pas grave. Hein? On peut faire du néologisme de temps à autre. Donc, il va y avoir une importante surpopulation des villes. Et tout particulièrement que, bon, ceux qui se retrouvent en surpopulation dans les villes, ben, ils vont finir par se dire, ben, je vais aller en campagne, je vais devenir fermier, je vais devenir agriculteur. Hein, peut-être que ça va régler mon problème. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Lorsqu'ils vont arriver en campagne, ben, encore là, il manque encore de terres. Hein, il manque de terres agricoles, il manque de terres tout court disponibles pour la population britannique. Et donc, tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir de la pauvreté rampante à l'intérieur des îles britanniques et de ça, bien sûr, vont éclater des tensions sociales. Là, quand on parle de tensions sociales à l'époque, sur les îles britanniques, on parle de groupes qui vont faire des manifestations, qui vont essayer de faire valoir leurs droits, d'avoir de l'aide du gouvernement britannique qui va se refuser, bien sûr, de les aider. Sauf d'une manière.
Cette manière-là, c'est très simple. C'est qu'ils vont mettre en place des mesures migratoires pour faire en sorte que la population en trop dans les îles britanniques se dirige vers les colonies britanniques à travers le monde. Là, on ne parle pas simplement du Bas ou du Haut-Canada, là, on parle de Terre-Neuve, on parle de la Nouvelle-Écosse, on parle des îles britanniques dans les Antilles, on parle aussi dans des colonies africaines, des colonies dans le coin de l'Inde, par exemple, etc. Donc, on a plusieurs colonies à travers le monde. Et donc, on va mettre en place des mesures migratoires pour justement convaincre ces gens-là de quitter pour les colonies. Entre autres, on va faire beaucoup, beaucoup de publicité sur les îles britanniques. Mais pas juste ça, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des agents d'immigration. Alors, des agents d'immigration, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des gens qui vont être dans les grands ports de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni, ainsi que dans ceux des colonies, et qui vont, comment dire, inciter les gens à prendre cette option-là, du moins ceux qui sont au Royaume-Uni, qui vont les guider, les aider, et justement leur offrir la perspective d'avoir des terres gratuites dans les colonies. Et particulièrement au Bas-Canada, hein, on le sait déjà depuis le début du 19e siècle, on commençait à offrir des terres gratuites à tout immigrant britannique dans les cantons. Et bien sûr, ces mesures-là vont faire en sorte qu'il va y avoir des conséquences démographiques quand même très importantes au Bas et au Haut-Canada. Premièrement, ces immigrants-là, lorsqu'ils vont arriver en Amérique du Nord, ils ont le choix entre entre autres Terre-Neuve, etc., mais si on prend les deux Canada, ils ont le choix entre le Bas et le Haut-Canada. On s'entend que le Bas-Canada, il y a une forte majorité francophone catholique. Et donc, la plupart de ces immigrants britanniques-là ne seront pas nécessairement intéressés à aller s'installer dans le Bas-Canada. Ce qui va faire en sorte que le Haut-Canada va connaître une importante croissance démographique en très, très peu de temps. Également, il va y avoir une hausse du nombre d'anglophones au Bas-Canada, et particulièrement dans, bien sûr, la région de Montréal, et particulièrement la ville de Montréal. Alors, les gens, ces immigrants britanniques-là qui vont vouloir, bien sûr, à prime abord, hein, essayer de voir s'ils ne peuvent pas investir dans une industrie, essayer de s'insérer dans la bourgeoisie d'affaires, ou encore, pour la plupart d'entre eux, ils vont essayer finalement d'avoir des emplois hein, dans la ville de Montréal, par exemple. Parmi ces immigrants anglophones-là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Irlandais. Alors, il ne faut pas oublier ça. Ça va être une période où, au Bas-Canada, on va développer une région bien particulière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cantons de l'Est, ou les Eastern Townships. Donc, les Eastern Townships vont être ouverts par une compagnie britannique qui s'appelle la British American Land Company, qui va être située dans une toute nouvelle petit hameau qui va devenir quand même une ville quand même assez importante à l'époque dans ce coin-là. Et là, je parle de la ville de Sherbrooke. Un autre phénomène quand même assez important au Bas-Canada à cette époque-là, c'est la migration vers des villes. En effet, il y a une surpopulation dans les seigneuries, j'en avais déjà parlé. Les seigneuries manquent de place pour les gens qui naissent dans ces seigneuries-là, hein, parce que, bon, bien que la croissance démographique du Haut-Canada est due essentiellement à l'immigration britannique, mais on sait que le taux de fécondité ou encore le taux de la natalité de la population francophone catholique ou canadienne, française, est quand même très, 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 très importante. Hein? On parle de 5 à 6 enfants par famille. Ça, c'est une moyenne. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins, mais c'est une moyenne. Essentiellement, il y a beaucoup d'enfants qui vont se retrouver qu'ils ne pourront pas avoir accès à la terre, et donc c'est ça que je disais dans le dernier épisode, alors ils vont se tourner vers les villes. Cette migration-là, qui est surtout canadienne-française, ben, il va se faire dans les villes pour travailler dans les industries, travailler dans les entrepôts, au port, etc. Donc, qui est une industrie, une économie qui est naissante à l'époque. Mais également, cette population canadienne-française-là va se diriger vers les États-Unis pour travailler dans les usines. De là où on va avoir des patronymes qui vont commencer à apparaître aux États-Unis, comme les bois verts, et qui vont s'adapter à leur nouvelle réalité, qui vont devenir, par exemple, les Greenwood. Et donc, Montréal va devenir
à cette époque-là, rendue en 1840 en fait, la ville la plus populeuse de la colonie du Bas-Canada avec ses 40 000 habitants. Alors, à quoi ressemble la société bas-canadienne durant cette période de temps-là? On va faire un portrait vers 1810, mais ça va être pas mal le même portrait là, qui va exister pendant de nombreuses décennies par la suite. On parle de quatre grandes classes sociales. On va commencer par la classe sociale qui a le plus d'influence, celle qui se retrouve finalement en haut de l'échelle ou en haut de la pyramide, sur la pointe de la pyramide. Ici, on parle de la grande bourgeoisie. Ici, cette grande bourgeoisie-là, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'elle a une forte majorité britannique en son sein. C'est qui qu'on retrouve là-dedans, mais très, très, très rapidement. Les dirigeants de la colonie, les officiers militaires, les hauts fonctionnaires comme les membres des conseils, les juges, l'évêque anglican, et quelques seigneurs qui ont beaucoup, beaucoup d'influence. Et surtout des seigneurs, on va le dire, qui sont des seigneurs britanniques. Des Britanniques finalement qui ont acheté des seigneuries à des seigneurs canadiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, tout juste en dessous, on a la bourgeoisie d'affaires. Donc, c'est l'ancienne bourgeoisie d'affaires anglophone ou britannique, donc on parlait au précédemment. Pourquoi on parle plus de bourgeoisie d'affaires juste britannique? C'est qu'effectivement, on y retrouve les marchands britanniques qui ont beaucoup, beaucoup d'influence, qui ont investi dans les industries comme le commerce du bois, si on parle de William Price par exemple. Mais aussi, on commence à voir apparaître quelques marchands canadiens qui ont commencé à faire fortune dans ces industries-là et qui laissent quand même leur marque et qui s'enrichissent dans le processus. On va avoir ensuite la petite bourgeoisie, celle qui est de la majorité canadienne. Donc, encore là, ici, il y a un changement de nom. L'ancien nom dont on parlait depuis le début, c'est la bourgeoisie professionnelle canadienne-française. Les médecins, les notaires, les arpenteurs, les avocats, par exemple. Mais à ça, maintenant, on va rajouter la plupart des autres seigneurs. Donc, les seigneurs qui sont de souche francophone, catholique, et qui possèdent depuis de nombreuses générations encore leur seigneurie et qui peuvent avoir quand même avoir une certaine influence. On a ensuite les propriétaires de petites entreprises, donc des commerces de quartier, des échoppes, par exemple le chapelier, celui qui fait des souliers, le cordonnier, celui qui fait des vêtements, celui qui fait du tissu, etc. Donc, on a encore quelques artisans de cette façon-là. Et bien sûr, les agriculteurs qu'on dit aisés, donc des gens qui possèdent plusieurs terres à leur actif. Et là, ici, on parle autant de Britanniques que de Canadiens, de Britanniques. De Canadiens anglais, on va commencer à utiliser ces nomenclatures-là. Donc, les Canadiens anglais et les Canadiens français qui possèdent plusieurs terres, puis quand même qui sont prospères malgré même la crise là, qui va arriver quelques années plus tard. Et finalement, la majorité de la population, là, on parle ici des classes populaires, on ne parlera pas de peuple, mais plus de classes populaires. Ici, on a une majorité de Canadiens, mais aussi on a des immigrants anglo-américains. Et oui, il y a encore des gens qui vont provenir des États-Unis, qui vont les quitter. Des Britanniques et bien sûr les Irlandais. Alors les Irlandais, on va en parler un petit peu plus au cours des prochains épisodes, notamment pour en ce qui concerne la station de quarantaine de Gros-Île. Mais les Irlandais sont un groupe ethnique provenant des îles britanniques qui va avoir une forte influence au Bas-Canada, puisque beaucoup d'entre eux sont justement des catholiques et ils vont se retrouver à avoir un sentiment d'appartenance, ou plutôt un sentiment d'être un peu dans la même position que les Canadiens français en général. Et donc, dans ce groupe-là, on trouve les soldats, les artisans, les ouvriers spécialisés, les agriculteurs, journalistes, etc., etc. Et donc, dans ces groupes-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la bourgeoisie d'affaires, elle, contrôle le commerce et puis l'industrie du bois. Puis c'est les patrons, en fait, des petites entreprises comme des grosses entreprises qui sont à l'intérieur, par exemple, de la ville de Montréal. Québec aussi. Il y a quelques marques. La bourgeoisie d'affaires est très, 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 très importante. En ce qui concerne la petite bourgeoisie, mais c'est elle qui est surtout impliquée en politique. Les classes populaires, elles, vont former finalement la principale main-d'œuvre en campagne et dans les villes. Et fait tout à fait important et étonnant, en 1834, l'Empire britannique va être la première puissance mondiale à abolir l'esclavage.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, mais un petit pouce en l'air, ça me ferait très 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 plaisir. N'hésitez pas de faire des commentaires jusqu'à date, parce que j'ai pas eu beaucoup de commentaires, malheureusement. Puis c'est avec les commentaires qu'on s'améliore, que ce soit au point de vue de la musique, que ce soit au point de vue du ton, que ce soit des commentaires que je fais ou encore des éléments que vous aimeriez que j'approfondisse tout simplement. Alors, en commentaire, ça va me faire très 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 plaisir. Et donc, on se revoit très bientôt et à la prochaine. Bye bye tout le monde.